Nous avons le plaisir de recevoir Yassine Yalla qui, lui, dans sa rubrique vie professionnelle, aujourd'hui, il nous parlera de la vie professionnelle, bien sûr, mais il nous parlera de la formation continue, comment se passent les formations au niveau d'une entreprise, tout savoir comment s'articule cette formation, quels sont les tenants et les aboutissants de cette formation continue. Il sera là pour nous en dire un peu plus. Nous aurons également Nabil Kitouni dans sa rubrique cinéma et spectacle. Aujourd'hui, il nous parlera d'un film qui l'a énormément touché. Il nous a raconté, il nous en a parlé en coulisses. Il nous parlera justement de cette belle histoire, un témoignage d'un réalisateur qui est d'habitude documentariste. Il a osé parler de sa propre vie et se confier à travers un témoignage très émouvant au sujet donc de la mort. Nous en parlerons tout à l'heure avec Nabil Kitouni et on verra un petit peu quelques extraits. Et puis, nous aurons également à parler sport avec un alpiniste, un Algérien qui monte à travers donc, son sport, sa passion, c'est l'escalade, l'alpinisme. Cette fois-ci, il va aller au plus fort, bien sûr, de sa passion, aller au niveau du mont Everest et bien sûr monter l'emblème national. Vous allez voir, vous allez avoir des frissons à une altitude extraordinaire. Ça donne envie, mais bon, pour les plus téméraires et les plus courageux et les plus forts, parce que c'est tout un entraînement à faire, il nous en dira plus. Il nous racontera également sa passion qu'il partage avec bon nombre d'Algériens et d'étrangers aussi. Eh bien, nous parlerons aussi des terroristes de la route. Bien sûr, il faut beaucoup en parler. Nous aurons le plaisir de recevoir ce matin El Motar El Marfi, ce monsieur qui, par une volonté personnelle, a voulu justement dénoncer, donner quelques leçons peut-être ou sensibiliser autour des dangers de la route. C'est El Motar El Marfi qui, à travers ses vidéos, sensibilise les automobilistes, les usagers de la route au quotidien, et il nous parlera bien sûr de tout ce qu'il y a eu durant Ramadan. Malheureusement, il y a eu une hécatombe, on va en parler en détail, et il viendra nous parler donc de ses vues au quotidien durant Ramadan. On terminera avec la rubrique de Amina Zeri, patrimoine, bien sûr, culture et patrimoine. Elle sera là pour nous parler aujourd'hui d'une tradition, Taqtar Azhar. Bien sûr, c'est le printemps. C'est les fleurs qu'on récolte, cette senteur et cette eau particulière des fleurs qu'on récolte durant cette période, en particulier à Constantine, mais on verra tout à l'heure avec son association et l'association qu'elle viendra nous présenter, la Main d'Or. Elle sera là pour nous dire tout cela à travers, bien sûr, sa rubrique, elle qui le fait si bien tous les samedis et tous les dimanches. Voilà, on aura le plaisir d'être accompagné bien sûr avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Et sans plus tarder, je vous laisse en compagnie d'Amel Haribi pour la météo. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et aujourd'hui, j'ai osé vous dire la date d'aujourd'hui, c'est le 5. Et le 5 de chaque année, c'est une date très importante pour Amel Haribi. Eh oui, c'est son anniversaire, on lui dit bon anniversaire. Merci Amel. Tous nos voeux, Inch'Allah, de santé, de bonheur et merci plein de beaucoup. réussite. Inch'Allah, merci beaucoup Amel. Puis on est toujours très heureux de vous avoir parmi nous. Ah, c'est trop gentil. L'équipe. Ah bah moi aussi. Ouais, Très heureuse. Joyeux anniversaire. Merci l'équipe. Merci l'équipe. Voilà. Alors, il va continuer à faire chaud, Amel? Chaud non, mais il y aura du soleil quand même. D'accord, Voilà. on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera dégagé à partiellement voilé près des côtes centre et est. Par contre, à l'ouest, eh bien on aura des passages nuageux. Ces nuages vont donner mais quelques pluies par endroits sur les régions côtières et intérieures, également sur les hauts plateaux. Mais en fin de journée, eh bien on aura des pluies sous forme d'averses orageuses sur le haut plateau ouest, mais en fin de journée. La moitié sud connaîtra aussi des passages nuageux vers l'extrême sud, le Ghat Tassili, le Sahara central, le Sahara oriental, avec toutefois des orages qui vont se former vers le Sahara central et le Sahara oriental, qui peuvent donner quelques pluies par endroit sur le Sahara oriental qui seront parfois orageuses. Partout ailleurs, rien à signaler, le temps restera bien dégagé. À noter des vents forts vers le Sahara central et du côté de Tamanrasset qui vont engendrer des flocons de sable, et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Donc soyez très très prudents. Puis le ciel deviendra mais nuageux en soirée vers le Bécharois, qui peut donner mais quelques gouttelettes durant la nuit.
Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont baisser par rapport à hier. Météo Algérie prévoit tout de même un maximum de 25 degrés du côté de Batna, 22 Guelma, également Alger, 23 degrés à Nabaouran et Tlemcen, 21 à Tizi Ouzou, également Djelfa, 20 degrés à Al-Bayad et Tiaret, au sud 29 degrés à Béchar, 31 à Gardaya, 36 degrés du côté de Biskra, 30 à Tindouf, 34 à Tamanrasset et Janet, 37 à Insalah et Lizi, et enfin 42 degrés le maximum à Bodj, Bedjmokhtar et Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est. Des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest, les vents sont des secteurs sud-ouest, et jusqu'à 50 km/h sur les côtes centre et est, et les vents sont de secteur ouest. Un petit voyage du côté de l'Amérique du Nord où le temps restera pluvieux vers Montréal, New York, également Dallas, partiellement envolé à Miami, plutôt couvert à Washington, mais passagèrement nuageux à Vancouver, dégagé en Californie, également Mexico. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 4 degrés seulement à Montréal, 9 à New York, 16 à Vancouver, 13 à Dallas, 28 degrés à Miami, 25 en Californie, et le maximum cette fois-ci à Mexico avec 29 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel aujourd'hui. Donc, soyez prudents, c'est tout calme, tout gentil. Ouais, aujourd'hui, rien de spécial, rien à signaler, comme vous dites si bien. Oui, Merci beaucoup, Amel. On vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Merci, Amel. Donc, 5 à retenir. Tout le monde va vous souhaiter bon anniversaire aujourd'hui. Merci, Ça y est, Amel. C'est bon, c'est affiché. C'est affiché. On vous retrouvera avec grand plaisir. Merci. Tout de suite, tout à l'heure, à midi et 19h pour d'autres bulletins météo. Bien sûr, on va dédier cette émission à la Palestine. Bien sûr, ce peuple qui est en train d'être assassiné aux yeux du monde, sans pour autant faire quoi que ce soit. Mais en tout cas, on essaye, nous, avec le peu de moyens qu'on puisse avoir, c'est de pouvoir partager cette tristesse avec vous, chers téléspectateurs. En tout cas, merci Amel. On vous laisse repartir avec une chanson, triste chanson, Maher Zine qui chante Ya Habiba, Ya Palestine. Voilà, ce sont quelquefois des images insoutenables qu'on arrive à voir sur les réseaux sociaux, mais la moindre des choses, c'est de pouvoir partager pour que l'information circule et que ça soit dénoncé par le monde. En tout cas, nous avons une personne qui est parmi nous, qui est là aussi, qui défend aussi cette cause de la liberté de la Palestine. C'est notre ami qui est alpiniste, qui est aussi, il escalade, il est passionné, et il a déjà planté le drapeau palestinien là où il a l'intention d'aller à chaque fois à travers ses exploits. Et bien sûr, il s'agit de Nassim Hachaichi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de m'avoir invité. Allah ysalmek, marhaba bik. Allah ysalmek, merci beaucoup. Vous êtes téméraire, courageux, Je dirais plus passionné. passionné. Ouais. Voilà. Vous exercez, vous travaillez, et puis votre passion, C'est c'est ça. l'escalade. Je dirais que c'est l'alpinisme, parce que l'alpinisme, il y a en son sein l'escalade. C'est ça. Mais il n'y a pas que. Il y a la randonnée. Alors la randonnée, c'est quoi? C'est le fait de faire une marche simple en montagne, dans une forêt, à la Voilà. plage et tout. Les randonnées. Voilà. Il y a le deuxième niveau, c'est le trekking. Donc le trekking, c'est un circuit plus difficile que la randonnée. Ça peut être un circuit avec une pente, un ça. circuit avec des pierres, avec des difficultés et tout. Et il y a l'escalade. Donc l'escalade, c'est vraiment escalader. ouais, Voilà, niveau. c'est un autre niveau. Je dirais que la combinaison des trois nous donne l'alpinisme. Voilà. Et c'est un exercice que vous faites depuis très longtemps déjà. Oui, depuis 20 ans. On a commencé à recevoir le club Morian et c'est avec ce club qu'on a découvert que les Algériens étaient aussi des passionnés d'escalade et d'aventure aussi, de sorties d'aventure. Vous avez fait partie de ce club. Oui, je m'entraînais avec eux occasionnellement donc à la salle du 5 juillet, la salle d'escalade du 5 juillet. C'est je pense, une des deux salles qui existent au niveau d'Alger. Oui. Et j'incite bien sûr tout le monde à pratiquer ce sport
parce que c'est un sport, je parle de l'escalade, Oui. c'est un sport qui permet de développer les capacités physiques et cognitives. C'est ça. Parce que quand on est sur un mur, le fait déjà de savoir chercher une prise, de s'accrocher, voilà, et de mettre la position qu'il faut, c'est Il déjà un faut. travail intellectuel et physique que l'on Tout fait. à fait, tout à fait. C'est plein de calculs. Alors, on vous voit là avec le drapeau, Ouais. notre drapeau algérien, partout. Là, Là, vous allez. Alors là, c'est à 6300 mètres dans un sommet du nord de l'Inde qui s'appelle le Kangyadze que j'ai escaladé en 2023. Waouh! Alors, pour ça, c'est vraiment des expéditions, on va dire. Ça se prépare une année à l'avance, même plus, quelquefois. Il faut avoir des sponsors avec vous, il faut avoir donc les capacités de le faire aussi, donc les capacités mentales, physiques, tout C'est cela. ça. En fait, une expédition qui se prépare, c'est d'abord une préparation mentale. Parce que je suis des gens qui croient qu'avec le mental, avec la motivation, Oui. bon, je ne dirais pas qu'on peut tout faire, mais on peut faire beaucoup de choses. Donc l'aspect le plus important sur lequel je travaille à chaque fois, c'est bien l'aspect motivation. Pourquoi je fais ça? Oui. Quel est le but recherché à travers ça? Ensuite vient bien sûr la préparation physique, la préparation technique, la préparation matérielle, Bien logistique et sûr. tout ce qui Le vient. plus important, c'est le matériel. Donc, toute une initiation, bien sûr, au préalable, la vérification sans arrêt, sans cesse de tout votre matériel avec lequel vous escaladez, vous traversez, et vous montez en altitude, parce que c'est l'altitude. Et bien sûr, c'est un exercice, l'altitude. C'est la respiration qui manque. Bien C'est sûr. tout cela. L'altitude, déjà, il faut savoir qu'on ne monte pas à une altitude directement. Donc je dirais par analogie aux plongeurs qui font des paliers pour remonter, nous Ouais. on fait des paliers pour monter en altitude. D'accord. Parce que par exemple, quand on dépasse l'altitude de 4000-4500, l'oxygène devient tellement rare qu'on doit laisser au corps le temps de s'habituer à ce manque d'oxygène. C'est ça. Donc ce qu'on fait, c'est que par exemple, on monte à 4000, on redescend à 3500. Après, on monte à 4500, on redescend à 4000. Donc en fait, c'est des courbes qui se font justement pour permettre au corps d'accepter cette altitude. Voilà. Le risque, si on y va trop rapidement, si on est trop pressé, c'est qu'on se retrouve avec le mal d'altitude. Le mal d'altitude, ça. c'est quoi? C'est tout d'abord un mal de tête, parfois insupportable. Des C'est étourdissements? Des étourdissements, une perte de connaissance, une perte d'appétit, une difficulté à dormir, une difficulté à manger, qui peut aller dans les cas les plus extrêmes, malheureusement, par des œdèmes. Voilà. Et vous vous renseignez énormément sur l'alpinisme, bien sûr, à travers le monde. Vous connaissez tous les gens donc, de cette passion? Ce qui est bien avec l'alpinisme, c'est que ça permet de créer des passerelles. C'est ça. Donc moi, en tant qu'Algérien, vous savez que j'ai rencontré l'année dernière l'expédition du Lhotse que l'on voit ici. J'ai rencontré presque de 50 nationalités. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une passion partagée. Et ce Avant qui tout. me rend le plus fier, c'est de dire aux gens que l'Algérie, c'est aussi l'alpinisme. Voilà. Voilà. De faire montrer que notre pays, qui s'est construit par les montagnes, en fait. Nous avons une chaîne de montagnes extraordinaire. C'est D'ailleurs, ça. vous avez escaladé le mont du Durdural, la La dent du lion du hier. lion. Hier. D'accord, en plus, hier. D'ailleurs, C'est tout frais. j'ai encore les traits de cette escalade. Vous avez de bronzé. préparation. C'est ça, c'est ça. Au soleil. Et surtout, l'Algérie, c'est un des rares pays au monde où, dans son hymne national, il y a un hommage rendu aux montagnes. Donc c'est cette symbolique que je transmets aux autres. C'est Et ça. c'est une démarche aussi de soft power à l'algérienne. Oui. Pour moi, c'est important. Donc il y a l'aspect sportif. Là, vous Voilà. rendez hommage aussi. Là, c'est Vos parents mon père, Allah yarhamou, et Allah mes yarhamou. grands-parents, Allah yarhamhum, D'accord. sont Vous décédés. avez voulu leur rendre hommage et leur montrer que vous avez réussi Bien à sûr. accéder à un point le plus haut. C'était où là? Le 4e point le plus haut du monde. Le C'est-à-dire? mont Lhotse, 8500 mètres. D'accord. Voilà. Alors là, vous êtes à la conquête d'un mont des plus célèbres, un des monts des plus célèbres, le mont Everest. Le plus célèbre d'entre eux, le mont Oui. Everest, 8850 mètres, donc le premier sommet du monde, le point le plus proche de l'univers, vers l'univers. Et je le ferai, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, si Dieu le veut. D'accord. On est arrivé juste pour la promotion. C'est ça. Pour vous souhaiter bonne chance, bon courage. Alors, ça, c'est aussi un bel hommage, on l'avait dit tout à l'heure. Oui. C'est celle-là, la photo, que vous avez voulu montrer au monde entier. Ça, c'est pour dire que malgré tout le drame actuel que subit Gaza et que subit la Palestine en général, Gaza va gagner, Gaza va triompher et Gaza va survivre pour être un exemple pour toutes les générations futures. Inch'Allah. Comme l'a été l'Algérie. Exactement. À une période, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'alpinisme, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Vous prenez énormément de temps pour les entraînements, pour la mise en situation, bien sûr, mentalement. Et votre famille, comment est-ce qu'elle accepte ce sacrifice, ces dangers, ces prises de risques? Je pense que
nos proches, évidemment, tiennent à notre sécurité, c'est Bien sûr. sûr. Mais quand on montre qu'on est passionné, quand on montre que c'est quelque chose carrément, moi l'alpinisme, je ne vous cache pas, ça me dépasse. C'est quelque chose qui est plus fort que moi. Donc la famille finalement finit par accepter ça et c'est aussi une source de fierté pour Bien ma sûr, famille, je c'est pense. clair. Voilà, Mais pour mes bon, proches. ça fait toujours peur, hein, quand on voit des glaciers, quand on voit la neige, quand on voit, on a vu des documentaires, on a vu des films, et quand on voit que quelquefois il y a des personnes qui se perdent, il y a des personnes C'est ça. qui perdent connaissance, qui ont froid, qui peuvent mourir d'hypothermie. Oui. Comment ça se passe pour ça? Moi je pense que quand on veut faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, il faut accepter ses risques. Même dans notre langage algérien, on dit "El khouaf rizqou qlil". On dit ça. Donc ces risques-là, moi je les accepte. Oui. C'est vrai que je mets en œuvre, moi et mon équipe, parce que l'alpinisme c'est aussi un travail collectif. Oui, bien sûr. Tout ce qui est humainement possible pour éviter ces risques. Après, le risque zéro n'existe pas, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a un moment donné dans la vie où on doit faire ce qu'il y a à faire pour éviter ces risques, mais ne plus y penser au moment de l'action. C'est sûr. On peut y penser avant, on peut y penser après, mais au moment de l'action, au moment donc où on s'élance vers les plus hauts sommets, il faut se concentrer sur l'action et ne pas penser à ce qui peut À arriver. quel moment vous avez une montée d'adrénaline? C'est quand vous êtes dans l'avion, que vous êtes vers la destination prévue, ou Alors, quand vous escaladez carrément? Je dis 3 moments. Le moment où je quitte l'Algérie, je dis au revoir à mes proches, ou Oui. je dis au revoir à mon pays. Le moment où je commence l'expédition, D'accord. je dis Bismillah. Et bien sûr, le moment où... à Où vous quelques- êtes arrivé au sommet. Pas vraiment arrivé, mais à quelques mètres du sommet, quand je suis dans un passage entre la fatigue extrême, entre vraiment le corps qui veut abandonner, mais l'esprit qui entrevoit le bout du tunnel. Oui. Et ce moment magique où l'esprit entrevoit le bout du tunnel, je pense que c'est un des moments les plus beaux qu'un être humain puisse rencontrer en fait. C'est magnifique. Parce que je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Je n'arrive pas à trouver les mots, honnêtement. Très bien. En tout cas, on est très content en tout cas de vous avoir reçu à quelques jours de votre départ. Donc, ça sera le mont Everest, Inch'Allah. donc qui se trouve au niveau donc Au Népal. au Népal. Au Népal. Entre la Chine et c'est une des Entre- montagnes les plus impressionnantes hein, de la C'est région. ça. C'est à la frontière entre la Chine et le Et le- Népal. voilà. Donc il y a 2 versants. Il y a le versant chinois et le versant népalais. Moi, j'irai, Inch'Allah, à partir du versant népalais. Voilà. Et bien sûr, vous avez des guides, vous avez des personnes qui vous attendent là-bas. Alors, Tout est prêt, fin prêt. J'ai mes guides, j'ai mes porteurs, mes assistants et tout. Et j'ai mes sponsors. Donc je tiens à remercier M. Mohamed Cherif, qui est un Algérien qui est établi en France et qui fait partie de cette communauté qui est établie à l'étranger, qui veut justement aider des projets pour faire rayonner l'Algérie à magnifique. l'international. Et je remercie aussi M. Ali Chenouna qui s'inscrit effectivement dans cette même optique. Très bien. Puis bravo à eux, hein, parce que c'est vrai que sans eux, vous n'arriverez pas à continuer votre passion et faire briller notre drapeau. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de On vous m'avoir souhaite invité. bonne chance. Merci. Envoyez-nous des photos, envoyez-nous Inch'Allah, j'y manquerai pas. bien sûr vos vidéos et puis on viendra en parler. On vous recevra pour en parler à votre retour, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à Je rappelle Nassim Hacheichi, vous allez le retrouver à travers les réseaux sociaux. Il sera bien sûr très fier de nous montrer encore une fois notre drapeau. On continue notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage pour découvrir les Fogaras de Timimoun. C'est magnifique, c'est un excellent partage d'eau. Vous qui êtes dans l'océan, c'est un exemple aussi pour vous. C'est un reportage signé Hamid Rbouh. À 1200 km d'Alger, Timimoun est une ville connue pour ses merveilles naturelles comme des oasis en plein désert, avec des palmiers très verdoyants. Dans l'espace saharien, la rareté de l'eau a orienté le choix des lieux d'habitation. Elle a également présidé au choix des cultures et des plantes adaptées à un tel écosystème. Les ancêtres avaient construit un système d'irrigation pour alimenter l'oasis en eau, la Fougara. Ce système permet aux cultures d'être abondantes, car la terre n'est jamais sèche.
Timimoun, un groupe de jeunes a eu l'idée de s'occuper d'une fougara qui se trouve en pleine ville. Ahmed et ses amis la nettoient quotidiennement. Ça montre vraiment l'attachement qu'ils ont pour ce patrimoine. Ce n'est pas seulement un travail de nettoyage, mais aussi une forme de préservation d'un patrimoine très ancien. Ils veulent transformer cette fougara en un bijou touristique. L'eau est l'un des piliers sur lesquels s'appuyait la région dans le passé. On irriguait autrefois un grand nombre d'oasis. En tant que jeunes de la région, nous voulons transformer ce site en un lieu touristique. L'âge de cette fougara dépasse les 6 siècles et sa longueur varie entre 7 et 8 kilomètres. Un de nos proverbes dit « Dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sécurité ». C'est vraiment admirable de voir des jeunes du Sahara prendre de telles initiatives pour sensibiliser les gens à l'importance de ces structures anciennes et pourquoi pas organiser des visites guidées autour de cette fougara. S'investir dans la conservation des fougaras montre un profond respect pour l'histoire et les traditions. Il aide non seulement à préserver les sites, mais aussi à les valoriser pour les générations futures. Il offre ainsi une opportunité de développement local en attirant des visiteurs tout en restant fidèle aux racines culturelles de la région. C'est magnifique, l'Oasis Rouge, ça vous donnera peut-être envie d'y aller. C'est le moment peut-être, en tout cas, de profiter de ces beaux paysages à travers ce reportage. Tout de suite, nous allons faire un plongeon dans la rubrique Vie professionnelle de Yassine Yalla, qui revient chaque samedi avec nous. Et puis, on a le plaisir de le recevoir. Bonjour Yassine. Bonjour Amal. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, alhamdulillah. Comme encore une fois, alors aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de la vie professionnelle, vie surtout professionnelle à travers bien sûr la formation continue. La formation continue. J'avais posé la question, j'avais dit est-ce que c'est la formation professionnelle ou est-ce que c'est la formation continue? Tu m'as dit non, c'est la formation continue. À ne pas confondre. À ne pas confondre avec la formation professionnelle qui est tout un autre volet. On pourra en reparler lors d'un prochain numéro. Oui. Aujourd'hui, on va parler de la formation continue. Alors, on a beaucoup d'idées reçues autour de la formation continue. Il y a beaucoup de préjugés. Donc aujourd'hui, on va décrypter tout ça. On va voir ce que dit la loi par rapport à ça. Quels sont les dispositifs de formation qui existent en Algérie? Est-elle obligatoire ou pas? Et aussi, on va voir tous les mythes, les idées reçues, les préjugés dont souffre la formation aujourd'hui. D'accord. Est-ce que c'est consacré, est-ce que c'est destiné qu'aux jeunes ou que tous les employés peuvent en bénéficier? Est-ce que ça résout tous les problèmes ou pas? Donc on verra tout ça après. Très bien. Voilà. On y va tout de suite. On y va tout de suite. Alors, il y a un ancrage judiciaire, bien sûr. Bien sûr qu'il y a un ancrage juridique. Alors la formation, bien entendu. Avant de parler de l'utilité de la formation, on va voir ce que dit la loi par rapport à ça. Donc, bien sûr, la formation continue est encadrée juridiquement en Algérie. Donc, elle est mentionnée dans plusieurs textes législatifs, notamment la loi numéro 81-07 du 27 juin 81, qui prévoit la formation et le perfectionnement professionnel, le décret exécutif numéro 98-264 du 25 août 1998, qui fixe les modalités de mise en œuvre de la formation continue, et bien entendu, la loi 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée, qu'on appelle le Code du travail tout simplement, et qui organise les relations de travail et encourage la formation en entreprise. Donc, autrement dit, Amel, la formation continue n'est pas qu'un simple luxe ou une option, c'est un droit reconnu et encouragé par l'État algérien. Voilà. Et c'est tout à l'honneur, bien sûr, du manager. C'est tout à l'honneur du manager. Voilà, qui va proposer ça à ses employés. C'est pour optimiser, encore une fois, et puis les mettre à niveau. Bien entendu, c'est toute une nouvelle hiérarchie après qui se met en place. Absolument, absolument. On prépare justement tout ça. C'est un levier de performance aussi et de croissance. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que les employés peuvent refuser cette formation ou c'est obligatoire pour l'entreprise? Je reviendrai sur l'employé dans un moment, s'il peut refuser ou pas, mais est-ce que l'employeur est tenu de faire des formations? C'est-à-dire, est-ce que quand on est employeur, quand on est une entreprise, est-ce qu'on est tenu de faire des formations? Alors oui et non, j'explique. Bien sûr que dans certaines professions réglementées, comme la médecine, la comptabilité, ou aussi même certains secteurs comme la sécurité industrielle, comme la prévention des risques,
HSE, hygiène, sécurité, environnement, là, la formation, elle est obligatoire parce qu'il y a toujours des séances de recyclage, de perfectionnement qui doivent être mis en œuvre. Mais la formation n'est pas obligatoire pour d'autres entreprises. C'est-à-dire, mais la plupart choisissent de faire la formation parce qu'il faut savoir que la loi prévoit 1% de masse salariale qui doit être dépensée en formation. C'est-à-dire aujourd'hui, si je suis une entreprise, je dois dépenser 1% de la masse salariale annuelle en formation. Je dois fournir 2 fois par an, c'est-à-dire à la fin de chaque trimestre, au mois de juillet et au mois de janvier, un dossier au niveau de la direction de la formation professionnelle qui existe dans chaque wilaya, dans lequel je justifie mes efforts de formation. Si toutefois je ne fais pas de formation, en tant qu'employeur, je dois payer le 1% à l'État. Donc si je paye le 1%, mieux vaut investir dans son propre entreprise. Investir dans son propre entreprise, dans sa propre entreprise et dans son propre personnel. Voilà, donc qui sont vraiment C'est une forme de recyclage pour c'est recyclage, voilà. Donc aussi, tout change, tout change. Il y a des évolutions technologiques, des évolutions de mentalité. Et ça va tellement vite. Ça va tellement vite, donc mieux vaut faire profiter son... Exactement. Alors, quels sont les dispositifs de formation en Algérie? Alors bien sûr, il y a plusieurs dispositifs, il y a plusieurs options qui existent. Il y a l'Institut national de la formation professionnelle, l'INFP, qui propose des formations adaptées à différents secteurs. Il y a aussi le FNAC, le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue, qui finance les formations pour les entreprises cotisantes, parce qu'il faut cotiser au FNAC pour bénéficier des entreprises, pour bénéficier des formations, pardon. Et bien sûr, il y a des centres de formation publics et privés qui offrent tout un éventail de formations dans différents secteurs, etc. Et bien entendu, surtout depuis la pandémie, il y a les formations maintenant en ligne. Il y a des formations en ligne. Donc le présentiel, c'est vrai qu'il est important. Il est important. Dans certains cas. Dans certains cas, il existe toujours, mais il y a toujours les formations en ligne, il y a le e-learning, les formations à distance, etc. Donc, qui sont encouragées surtout depuis l'avènement de la pandémie. Donc, ce sont les dispositifs de formation qui existent. Il y a toujours eu des mythes et bien sûr des idées reçues sur la formation continue. Toujours. Alors, pourquoi ? Toujours. Ben, c'est normal parce que c'est pas connu, c'est quelque chose qu'on connaît pas bien ou qu'on connaissait pas bien. Donc on va voir justement tous ces préjugés dont souffre la formation continue en entreprise. Donc on dit souvent que la formation c'est juste pour les jeunes. C'est juste pour les jeunes. Voilà, nous, c'est bon, on est là, donc on n'a plus besoin. Alors c'est faux, c'est vrai que c'est très cliché de dire, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre. Comme je le disais il y a quelques minutes, tout évolue. La technologie évolue, elle change. On se sent très vite dépassé, on a besoin d'une remise à niveau. Il y a des gens super intelligents qui apprennent très vite, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu à la traîne. Donc ils ont besoin d'une petite formation pour se remettre sur les rails. Exactement. Alors tout change, l'évolution technologique, l'évolution économique et aussi les mentalités changent et forcément les métiers aussi. Donc il faut se recycler à chaque fois. Donc non, la formation c'est faux, ce n'est pas uniquement pour les jeunes. Alors c'est aussi, on dit, c'est une perte de temps et d'argent. Alors la formation c'est une perte de temps et d'argent. Encore faux. Alors une formation bien choisie améliore la productivité et booste la carrière. Là aussi, je reviens aux responsables de formation, aux chargés de formation dans l'entreprise. Il faut bien étudier, bien faire son plan de formation. Il faut faire la différence entre une demande de formation et un besoin de formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des demandes de formation qui émanent ça et là, c'est-à-dire de différentes structures dans l'entreprise. Il y a quelqu'un qui te dit, moi j'ai envie de faire le turc, moi j'ai envie de faire le chinois, moi j'ai envie de faire technique de communication. Alors, il faut sortir de cet esprit, comme on dit en ressources humaines grossièrement, formation guichet. C'est-à-dire, ce que tu demandes, tu l'auras. Non, la formation, c'est étudier, c'est une ingénierie. Donc, il faut réfléchir. Processus de formation, identification du besoin, si je dois me réunir avec les responsables des structures pour voir exactement, alors la question qu'on doit se poser en tant que responsable formation ou chargé de formation, quelles sont les problématiques, la problématique ou les problématiques que je rencontre aujourd'hui sur le terrain avec mes collaborateurs ou que mes collaborateurs rencontrent sur le terrain et qui pourraient être réglées par une formation. Optimiser bien sûr davantage la bonne circulation de l'entreprise. Exactement. Alors, on a d'autres idées reçues, c'est quelquefois on dit on apprend mieux sur le terrain que durant une formation. C'est-à-dire qu'on apprend sur le tas. C'est vrai que l'expérience est très très importante, elle est très enrichissante, mais elle ne remplacera pas les connaissances qu'on peut acquérir dans une formation. C'est complémentaire en fait. C'est complémentaire. La formation
complète le terrain et le terrain aussi complète la formation. Voilà. Alors, une fois qu'on a un emploi stable, on se dit, bon, allez, c'est plus la peine de faire des formations. Il y en a pas besoin. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Ils te disent, bon, voilà, moi j'ai un emploi stable, c'est bon, j'ai plus besoin de formation. Mais non, rien n'est figé, absolument rien n'est figé. Se former, c'est s'assurer de rester pertinent dans un monde qui est en constante évolution. Voilà, donc comme je le disais il y a quelques secondes. Alors, on avait tendance à penser que quelquefois, les formations continues, c'était réservé qu'aux entreprises de luxe, on va dire. Voilà, les grandes entreprises. Voilà. C'était un luxe et plutôt, c'était pas accessible à toutes les entreprises. Alors, c'est faux aussi, pas du tout. Alors, il y a des dispositifs qui existent pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises et même pour les travailleurs indépendants. Donc, il suffit de se rapprocher du FNAC, de l'INFP pour avoir justement tous les détails par rapport à ça. Donc, c'est faux. Bien sûr que les formations, ce n'est pas un luxe destiné uniquement aux grandes entreprises. D'accord. Et on a d'autres idées, c'est-à-dire les employeurs, oui, ne veulent pas financer les formations de leurs employés. Alors, j'y arrive, hein, c'est dur. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, la formation, voilà, donc les employeurs ne veulent pas financer. Alors certains sont réticents. Mais beaucoup comprennent que c'est un investissement. Voilà, donc on peut être réticent, mais parce qu'il y a toujours le 1%. Il y a comme je te le disais, il y a des entreprises qui te disent, moi j'ai 1%, je me casse pas la tête avec la formation, je paye à l'État, je paye le 1% à l'État, c'est une taxe et on n'en reparle plus. Alors que c'est faux, donc c'est vrai qu'ils sont réticents, mais après ils comprendront vite ou ils comprendront peut-être un jour que c'est indispensable, qu'il faudrait impérativement recycler. Quelquefois les employés vont pouvoir peut-être se cacher derrière cette formation pour avoir plus d'absentéisme dans l'entreprise. Oui, parce que oui, c'est vrai, il y en a qui voient il y a beaucoup de gens qui voient la formation, oui, comme une pause café améliorée, ou peut-être voilà, c'est vrai, mais comment y remédier? C'est vrai, il faudrait que le dispositif, que l'ingénierie de formation soit bien étudiée. C'est-à-dire qu'il faut bien vérifier les acquis après. C'est-à-dire après, ça ne suffit pas de faire la formation, il faut aussi voir les acquis. Qu'est-ce que cette formation a apporté? Il y a une évaluation à chaud qui est faite tout de suite après la formation, c'est-à-dire c'est un formulaire qu'on remplit, et il y a une évaluation à froid, c'est-à-dire qui est c'est la plus importante. C'est-à-dire je vois si la formation a apporté ses fruits. Si les problématiques que j'avais, comme je te disais, quelles sont les problématiques que j'avais sur le terrain, si les problématiques ont disparu. Voilà, si je n'ai plus... Pour ne pas que ça soit juste une ligne budgétaire de l'entreprise. Oui, voilà, la ligne budgétaire, justement, c'est ça. C'est aussi l'un des préjugés dont souffre la formation. Voilà, j'ai 1% à le dépenser, je le dépense. Je m'en fous de la qualité, je ne vais pas regarder ce que je dépense. Voilà, je dépense sur classe et on n'en reparle plus. Alors, c'est faux aussi, ça. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui font ça, mais c'est un investissement. Ce n'est pas une simple dépense. C'est ça le mindset à changer, c'est l'esprit à changer. C'est que la formation aujourd'hui, ce n'est pas une simple dépense, c'est un investissement et il est essentiel de bien choisir ses formations pour voir un vrai retour sur investissement. Bien sûr, la formation continue, ce n'est pas une baguette magique, c'est-à-dire que ça ne va pas résoudre tout de suite les problèmes de l'entreprise, c'est cela? C'est ça aussi, c'est l'un des préjugés. Alors on te dit, il y a beaucoup de managers qui me disent, et on a sûrement dû entendre ça partout, j'ai envoyé mes collaborateurs en formation, ça y est, je vais... Voilà, mais j'ai toujours le même problème, le problème n'est pas résolu. Alors oui, c'est vrai que la formation peut aider à résoudre certains soucis, certains problèmes, mais parfois c'est un problème de management, parfois c'est un problème de coaching, parfois c'est un problème de communication. Et tout dépend de l'entreprise, bien entendu. Tout dépend de l'entreprise, tout dépend du manager. Alors le manager qui envoie... L'objectif de l'entreprise aussi. Exactement. Le manager aussi qui envoie ses collaborateurs en formation et à chaque fois il reproduit la même remarque auprès du service des ressources humaines ou du service formation, il faudrait aussi qu'il se remette en question. Peut-être que le problème vient de lui. Peut-être que c'est moi qui communique mal avec mes équipes. Peut-être que c'est moi qui ai un problème de coaching. Peut-être que c'est moi qui ai besoin de formation. In fine, ce n'est pas eux. Voilà. Peut-être aussi suivre une formation, c'est avouer ses propres faiblesses peut-être dans l'entreprise? Oui, alors la formation c'est l'un des mythes aussi, c'est l'un des préjugés dont souffre la formation. Alors il y a beaucoup de gens qui disent c'est l'effet peur. L'effet peur, c'est-à-dire je me dis si je vais à une formation, alors mes défaillances vont être stigmatisées, les gens vont savoir peut-être que je ne sais pas dire ça, que je ne sais pas faire ça, que je ne sais pas travailler sur ça. Alors bien entendu, alors beaucoup pensent
que leurs défaillances peuvent être exposées, mais en réalité, c'est une opportunité d'évolution et non pas une stigmatisation. Voilà. C'est en tout cas très intéressant de comprendre un peu ce que c'est qu'une formation continue à l'intérieur d'une entreprise. À l'intérieur d'une entreprise. Au sein même d'une entreprise. C'est encore une fois pour optimiser, bien sûr, la bonne cohésion entre les employés et son employeur et bien entendu pour aussi avancer et être au diapason aussi de toutes les nouveautés qui se passent dans le monde entier. Exactement. C'est aussi un levier puissant pour l'évolution professionnelle et la compétitivité des entreprises. Donc, si on a compris ça, on peut, voilà, et aussi... Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Juste pour répondre à ta question rapidement, concernant la formation, est-ce que l'employé peut refuser la formation? Non. Voilà, c'est une faute professionnelle. On n'a pas le droit de refuser une formation organisée par l'entreprise. Très bien. Voilà. Sauf si, voilà, pour cas de force majeure, maladie ou autre. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je t'en prie, toujours merci à toi. Très enrichissant. On remercie la téléspectatrice qui vous a suivi et qui nous a fait un beau post sur Bonjour d'Algérie. Oui, Ibtissam, voilà. Qui suit votre rubrique. Qui suit la rubrique, voilà. Et que je ne connais pas, voilà, mais qui a vraiment apprécié. Qui a vraiment Donc, apprécié. bravo, Yacine. Voilà. Et merci à toi. Merci. Voilà, on continue. Je vous invite à suivre avec nous ce beau reportage. C'est un musée à Sidi Bel Abbès. C'est donc un musée-hôtel à Sidi Bel Abbès signé Naïma Al-Walish. On se retrouve juste après. Dans le vieux Bourj Bouararij trône une bâtisse posée là depuis près d'un siècle. Cette maison huppée appartenait à un célèbre médecin dont la descendance l'a cédée il y a 20 ans aux Guichis qui en ont fait un hôtel-musée. Si aujourd'hui Guichy, son propriétaire, a voulu recréer parmi ses murs un décor aussi antique que cinématographique, c'est qu'il est lui-même comédien et metteur en scène. Docteur Ben Salem, c'était sa villa, en même temps c'était son cabinet. Et lorsque la villa a été achetée par mon père, moi je l'ai transformée carrément en hôtel, mais un hôtel musée. J'étais un collectionneur. Tous les objets que vous voyez ici dans l'hôtel, c'était carrément des objets qui ornaient la maison de la famille, la maison personnelle. Et lorsqu'on a acheté cette villa, l'idée m'est venue pour carrément la transformer en hôtel-musée. Parce que initialement, moi, je suis dans l'art. Et comment, bon, l'art, c'est pas uniquement sur scène, l'art, c'est dans l'âme, on vit l'art, quoi. On le vit quotidiennement. Alors, j'ai eu l'idée de le transformer en musée. C'est le plaisir d'offrir. Un artiste, il est là, c'est pour offrir. Alors, voilà. Et je suis en train de le transformer, je veux dire, perpétuellement. C'est dans l'idée de créer carrément des espaces différents dans chaque chambre. Je vais créer des espaces à thème. Par exemple, la chambre de musique, la chambre de théâtre, la chambre de la poterie. Et je suis dans cette optique. Il y a des objets que je les ai achetés. Il y a des objets qui m'ont été offerts par des gens qui ont aimé l'hôtel. Franchement, je dirais, il y a une grande quantité de ces objets qui m'ont été donnés. J'ai ramené aussi de mon village, l'Aqsor, Tazrot. C'est un village purement amazigh. J'ai surtout la poterie, je les ai ramenés de cette région. Il y a un masque qui m'a été offert par un ami de Tamanrasset, Rasset Azouz, c'est un comédien de théâtre. C'est un musée qui a été ramené de Bamako. Il y a des choses que je les ai ratés parce que ça coûte très cher, vraiment très cher. Parce qu'actuellement, la valeur de ces objets dépasse la valeur de l'hôtel en lui-même. Dans l'avenir, c'est carrément créer un musée-hôtel. C'est dans ce sens où les gens viennent visiter l'hôtel pendant la journée, pas uniquement pour dormir. Il n'y a pas un coin de mur où ne serait pas visible un poster, des photos noir et blanc, des affiches de films, des portraits d'acteurs mythiques et bien sûr des objets tout droit sortis des limbes du passé. Et cette mallette, pour moi, elle est spéciale parce qu'elle appartenait à mon arrière-grand-mère. Et cette mallette elle a été fabriquée dans le village natal de mes ancêtres. Elle a au moins 3 siècles. Ça, c'est un extincteur qui date aussi des années, la fin des années 1800. C'est un extincteur français de l'entreprise Sikli. Voilà. Pourquoi je tiens beaucoup à cet extincteur? Parce que nous sommes la famille Guichy. C'est la première famille qui a créé, je veux dire, l'entreprise des extincteurs dans la wilaya de Bourj. C'est un porte-bonheur, tout à fait.
parterre authentiquement fleuri, des reliques à perte de vue. Quand on pénètre cet édifice atypique, l'on se sent coupé d'un monde et relié à un autre par ces objets si anciens qu'il semble que nos regards étonnés les raniment. Des objets qui parlent, avec même des carrés de ciment authentiques, bien sûr, qui datent depuis longtemps. Alors, un très beau reportage donc, de Nahim Al-Walish qui nous a emmenés à Borj Bouhariri. Et on a choisi ce reportage, Myriam a choisi ce reportage pour introduire notre ami amateur de cinéma. Il y a bien sûr avec nous Nabil Kitouni. Bonjour. Bonjour, Saha Aidek. Je n'ai pas eu l'occasion de te souhaiter Saha Aidek Kamel. Merci. Il faudra aller dans cet hôtel-musée. Vous allez vous inspirer de tous ces objets. C'est pas loin de chez Amir Nbesh, notre collègue. Probablement. C'est à lui d'aller là-bas pour. Probablement. Non, vrai, mais c'est un passionné de cinéma. Hein. Non, mais j'ai vu les objets aussi. Les affiches de cinéma. Voilà, un véritable collectionneur. Voilà. Des affiches. Peut-être que vous emprunterez des extraits des objets pour faire des décors. Pourquoi pas. D'accord. Maintenant que vous le dites, pourquoi pas. Voilà, c'est une bonne idée. Faire votre rubrique ou votre émission là-bas sur place. Voilà, un jour. Ça, mon cinéma. Votre cinéma. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler d'une histoire très touchante. Vous avez été touché par cette histoire. Exactement, un film de Paul Schrader. Et en fait, c'était les conseils d'un ami à moi. Il m'a dit, regarde ce film. Bon, au début, j'étais plutôt sur une série et tout. Et quand j'ai pu voir ce film, c'était une claque. Tellement c'était bouleversant, c'est un point de vue, voilà, le film de Paul Schrader qui s'appelle Au Canada, tiré du roman de Richard Banks qui s'appelle Forgone. Encore une fois, le réalisateur Paul Schrader, et il speech un petit peu du film, un documentariste célèbre qui a pour habitude de mettre en lumière des affaires de corruption, décide à son tour, parce qu'il est atteint d'une maladie incurable, décide à son tour de passer de l'autre côté de la caméra. Lui qui a pour habitude de mettre les vérités en lumière, là il décide de mettre sa propre vérité. Il se dévoile. Il se dévoile devant une caméra. Devant la caméra et sous le regard de sa troisième épouse. Il demande que son épouse soit présente. C'est un moment de vérité. Ce célèbre, je dirais, est engagé, c'est-à-dire documentariste, parce qu'il a il a refusé de participer à la guerre du Vietnam, et c'est pour ça qu'il a rejoint le Canada, donc quelqu'un d'engagé, un humaniste. Voilà, mais là, au fur et à mesure, ça aussi, c'est les thématiques chères à Paul Schrader, qui retrouve son acteur fétiche, Richard Gere, qu'il a fait connaître, qu'il a propulsé à travers le film American Gigolo. Voilà, Paul Schrader, il a deux thématiques, en fait. C'est celle de la rédemption, ce jeu de miroir. Voilà, ça c'est au Canada. C'est ce jeu de miroir entre, je dirais, la mort, c'est-à-dire cette fin de vie, et qui conduit en quelque sorte à cette rédemption à travers cette vérité. Est-ce que, je dirais, cette célébrité est construite simplement par rapport à je dirais, cet engagement de refuser d'aller à la guerre, où il y a d'autres vérités cachées. Il se dévoile, il raconte sa vie. Voilà, il se dévoile sa vie. Ses erreurs. Et là, c'est interprété par Jacob Elordi, le héros de c'était Euphoria, un acteur connu, et qui interprète Richard Gere, c'est-à-dire jeune. Oui. Et ça encore, il y a une autre thématique aussi que Paul Schrader aime mettre en avant, c'est ce rapport corporel, c'est-à-dire un corps jeune et tout raconté par le truc, et ce corps vieillissant, j'ai dit en fin de vie, campé à merveille. Là, Richard Gere trouve un rôle extraordinaire. Sur mesure, pour pas faire un jeu de mots exactement, encore une fois. Et Paul Schrader, qui est d'abord un grand scénariste, il ne faut pas oublier que c'est le scénariste du film de Martin Scorsese, Taxi Driver. Raging Bull, aussi un autre film de Martin Scorsese, deux films qui ont rencontré des succès énormes. Qui ont marqué. Il y a cette forme, on voit, il y a cette forme de solitude en quelque sorte, et c'est quelqu'un, avant de partir de ce monde, bon, il y a remords et tout, je ne vais pas raconter tout le film, et je dirais la mort qui est en quelque sorte le miroir de cette forme de rédemption, sans pour autant être une finalité. Presque un mea culpa.
sa vie, non, même c'est pas forcément mea culpa, c'est des moments, en fait, c'est à nous chacun d'interpréter. Parce que ça peut être aussi une forme de confession, voilà, c'est une confession intime, c'est une confession aussi du réalisateur qui lui-même derrière la caméra, Paul Schrader. Et vous me disiez tout à l'heure que, comme par hasard, c'était aussi face à la mort réelle, puisque Richard Gere avait perdu son père. Exactement. Quand il a reçu le scénario, il aime raconter, quand j'ai pu voir un petit peu les interviews et tout, il aime raconter que le jour où Paul Schrader lui a présenté le scénario, et il venait voilà, il faisait son deuil, il venait de perdre son père centenaire, son temps, voilà, son père centenaire. Donc il était, voilà. Il était vraiment dedans. Il était dedans, c'est pour dire, vous voyez les choses qui arrivent parfois, voilà, et c'est ce qui lui a donné encore plus cette volonté de faire ce film-là, et encore une fois, une interprétation remarquable de sa part, et cette façon aussi de filmer. Il a cette aura, de toute façon. Il a cette aura, cette façon de filmer aussi de Paul Schrader, cet aller-retour entre deux corps, entre deux mondes, entre le noir et blanc, entre les couleurs, en quelque sorte, du film, et voilà, une histoire émouvante que j'invite. C'est une histoire qui vous a touché et qui a voulu partager, partager. Voilà, et cela faisait longtemps, parce qu'il y a un petit problème que je dis, et j'aime raconter aussi, c'est que j'ai du mal à terminer un film en ce moment, surtout les derniers films. En fait, je revois d'anciens, des classiques, que j'ai un plaisir énorme à les revoir et à les terminer, mais les derniers films, un petit peu, je ne sais pas, peut-être que cela me parle. Certains scénarios. Peut-être que cela ne me parle pas, parce qu'en fait, c'est pas forcément une question générationnelle quand on aime le cinéma. C'est des thématiques qui sont traitées, forcément qui peut-être nous concernent pas, ne nous concernent pas. Peut-être qui nous touchent à un moment de notre vie. Voilà, mais c'est pas forcément ça. On est obligé, de par le métier que l'on fait, c'est-à-dire de voir plusieurs films, pas forcément des films qui vont nous plaire, mais de voir. Par respect au réalisateur, qu'en a été la critique pour ce film? Non, il y a c'est partagé. C'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes, des critiques partagées. Encore une fois, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, mais c'est un film. C'est ça aussi. C'est un film indépendant en fait. Il est dans la lignée des films indépendants. On n'est pas dans les grosses productions hollywoodiennes. Et voilà encore. Voilà, je voulais parler en quelque sorte de ce film bouleversant, voilà, qui s'appelle Au Canada. Si vous avez l'occasion de le voir, ne le ratez pas. Je suis pressée de le voir. Vous avez très bien agi sur moi déjà. J'espère, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Encore une fois, c'est à vous, c'est à toi, je peux me permettre de te tutoyer, se connaître, et à Myriam et tout. J'aurais bien voulu parler des films, nos films. Mais non, pas, par exemple, le film Zéro de Youssef, le jour où il a été projeté en avant-première, c'était le jour où il y avait le match de l'Algérie à l'équipe nationale. Ça a pris dessus. Non, c'est pas que ça a pris, on nous a pas prévenus, on n'a pas eu l'occasion de parler de ce film-là. Il y a d'autres films aussi. Mais pour la simple raison, je ne peux pas parler d'un film que je n'ai pas vu. C'est encore une fois par respect, je dirais au réalisateur, et par respect, on ne peut pas aussi, voilà. Toute l'équipe du film, bien sûr. Voilà, toute l'équipe du film. Mais ça viendra, encore, j'en veux un petit peu. C'est mon petit coup de gueule. On n'a pas cette occasion. J'appelle ça des films de salon. Si maintenant on les présente comme ça, en catimini entre, je ne sais pas. Donc, un film doit être fait pour être vu. Par un large public. Par un large public. C'est pour ça que les salles de cinéma vivent et revivent. Si on veut parler d'industrie cinématographique, encore une fois, il faudrait qu'il soit projeté pour tout le monde. Voilà, c'est dit. Le coup de gueule d'aujourd'hui, c'est de Nabil Kitouni ce matin. Merci Nabil. C'était un plaisir. Merci. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Vous aussi. Bonne continuation. Samedi prochain. Inch'Allah. Voilà. On continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage, le Conservatoire de Sidi Bel Abbès, signé Mariam Damis. Le Conservatoire municipal de musique et de déclamation de Sidi Bel Abbès a vu défiler des générations entières de Bel-Abbasiens férus de musique. Un lieu chargé d'art et d'histoire où les notes de musique règnent en maître. Chaque semaine, ces jeunes musiciens empruntent les marches de ce haut lieu de la culture avec une même passion, apprendre à jouer de la musique. À chaque cours, ils perfectionnent leur performance et affinent leur technique. J'ai commencé le violon à l'âge de 6 ans en 2019. D'abord, j'ai commencé avec la mandoline, Dar Saqafa. Après, j'ai pris des cours particuliers avec l'Oussed Bouanani
Et après, j'ai commencé avec Monsieur Hadidi, le violon dans le conservatoire. Et j'aime le violon parce que c'est un instrument qui est doux. تعلمت الموسيقى في معهد الموسيقى وتركيب الأصوات في سن السابعة. تعلمت آلة الكمان لأنها آلتي المفضلة وأنا أستمتع بالعزف. بديت القرايه في 2017 كي كان عندي 5 سنين 6 سنين. بديت البيانو على خاطر آلتي المفضله من صغري نبغيها، وعندي انجازات خدمت في فرقه الوتر العربي. À leur côté, un professeur aguerri en excellent pédagogue, il veille à inculquer aux musiciens en herbe les règles du solfège et la pratique de l'instrument de musique, transmettant son savoir avec passion, aspirant à les guider vers l'excellence. Dans des cours, on leur explique tout ce qui est partition, tout ce qui est méthode. On fait de la musique universelle, tout ce qui est Chopin, Beethoven, ainsi de suite. Et ensuite, on leur montre comment transcrire une musique et écrire une musique, parce que des fois on ramène par exemple une musique quiconque, musique andalouse ou la musique algérienne Tana, Chabi ou la Haja. On leur apprend comment écrire cette musique et la transcrire et la jouer, surtout pour les jeunes, pour qu'ils connaissent notre musique. La préservation du patrimoine musical algérien trône en vocation cardinale de ce conservatoire où la musique algérienne est célébrée dans toute sa splendeur. À sa tête, un homme passionné qui veille à transmettre ce riche héritage musical de génération en génération. Il faut inclure ce patrimoine à nos enfants. Vous voyez, là, entre mes mains, il y a un exemple, il y a un patrimoine qui est transcrit. Et c'est ce qui fait notre malheur. Le patrimoine est comment dirais-je, on le passe de bouche à oreille. Donc ça, c'est injuste. Pourquoi on fait des études pour ne pas pouvoir arriver à transcrire le patrimoine algérien, que ce soit andalou ou chabi ou malouf? Préserver le riche patrimoine musical algérien, c'est protéger une part essentielle de l'identité culturelle nationale et la transmettre aux générations futures. Justement, pour garantir cette transmission, la réhabilitation des infrastructures culturelles est indispensable, offrant ainsi aux jeunes talents des espaces appropriés pour s'épanouir. Les enfants, bien sûr, quand ils suivent la musique très tôt, ça en fait des futurs musiciens et bien sûr, ils sont là à préserver notre beau patrimoine musical. Eh bien, on leur souhaite bonne chance. Je voulais annoncer en sommaire, nous allons parler bien sûr des terroristes de la route. Et oui, c'est ces chauffards, fameux chauffards, qui font malheureusement des hécatombes sur les routes. Et bien entendu, il faut pouvoir les dénoncer, il faut pouvoir aussi les signaler. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle énorme dans cette prévention et surtout cette signalisation. Avec nous un ami qui revient assez souvent chez nous dans Bonjour d'Algérie et aussi dans d'autres émissions pour essayer d'informer et parler à sa façon. C'est le Motard El Marfi. Aujourd'hui, on a le plaisir de le recevoir. Bonjour et bienvenue. Marhaba bik. Bonjour madame, un vrai bonheur d'être parmi vous. Merci beaucoup. D'habitude, on vous voit avec le casque. Là, cette fois-ci, vous avez un petit peu chaud. Oui, c'est plus soft. Vous tenez à votre discrétion, votre identité pour que ça va de soi. Voilà, on vous reconnaisse pas dans les rues puisque vous faites votre propre police, hein, on va dire. Hein. Je ne dirais pas ça. Non, pas ça, j'ai pas cette prétention du tout. J'ai pas cette autorité surtout. Signaler, voilà. Et dénoncer surtout, madame. Sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et surtout de nous faire une immersion dans le monde de la sécurité routière. Voilà. Et tout d'abord, avec votre permission, une pensée pour les enfants de Gaza, madame. Tout à fait. Voilà. Pensons. Shuhada aussi. C'est des martyrs. Voilà. Une tente pensée pour les enfants de Gaza, en particulier et bien entendu au peuple de Palestine. Tout à fait. On a commencé comme ça d'ailleurs l'émission ce matin. Voilà. Alors on parle un petit peu de tout ce que vous faites. Vous êtes depuis combien d'années d'ailleurs sur votre moto? Ça passe tellement vite, on va dire ça fait 7 ans. 7 ans, quand même. Quand même, oui, ça passe. 7 ans et vous sillonnez un petit peu toutes les régions? Malheureusement, plus Alger, les wilayas limitrophes, Tizi Ouzou, Blida. On a fait Oran.
Ce que je souhaite, c'est de faire toutes les wilayas d'Algérie, mais vous savez, je suis un être humain, je ne peux pas être... C'est ça. Vous embarquez votre caméra avec vous. Tout à fait. Et à chaque fois qu'il y a donc des anomalies, et il y en a malheureusement. Je ne sais pas si c'est une malchance ou une chance, mais croyez-moi, quand je n'ai pas la caméra, souvent je ne vois pas grand-chose, mais dès que j'ai une caméra, dès que la caméra est open, il y a un tremplin d'incivilité qui se passe devant mes yeux. Mais c'est incroyable. C'est ça. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Alors, durant Ramadan, c'est vrai que peut-être le manque de café, le manque donc d'addiction, cigarettes, etc., fait qu'il y a eu donc des nervosités sur les routes. Il y a eu beaucoup d'accidents. Vous savez, s'il y a un mois dans l'année où je ne justifie pas, hein, mais je réponds peut-être à certaines interrogations. Voilà, on se pose des questions. Vous savez, s'il y a un mois dans l'année où les comportements des automobilistes se bousculent, les comportements d'incivilité à l'extrême se bousculent, c'est bien le mois de Ramadan. Alors que ça devrait être un mois donc, de sagesse, de piété, d'éducation. Ramadan, c'est pas de sa faute. Ramadan, c'est quasiment pas la faute du mois sacré. Oui. C'est l'individu, madame. C'est ça. Alors, on voit votre vidéo. Alors, en général, vous vous exprimez. Là, c'est un enfant. Ouais, je ne sais pas s'il y a le son. Il y a le son, on va l'écouter dans un moment. Il y a un enfant qui est sur la route, carrément. Il y a deux enfants, oui, sur la route, sur une autoroute, une voie rapide. Voilà. شوفوا الكارثة ما على باليش لا عندهم والدين ولا ما عندهمش والدين وما مانيش فاهم. شوف ارحم بابك فهمني واش راك دير في لوطوروت بفيلو هاد الوقت ها شحال ساعة بقات 20 دقيقة على الفطور هكذا هاي فهمني يرحم بابك واش راكم ديروا في لوطوروت انا ندورو كيفاه؟ راك تدور في لوطوروت بفيلوات وينك رايح؟ حراش حتى الحراش؟ لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله حتى الحراش بالفيلوات شحال في عمرك؟ 14 14 وانت؟ 14 ما عندكمش مواليكم؟ طيب عندنا يخافوش عليكم؟ ها؟ على بالهم وين راكم؟ على بالهم؟ ما قلتولهمش متخبيه متخبيه دابا اليوم راح يشوفوكم هاي الكاميرا ما تنسخش حيشوفوكم فيسبوك اللي نقول لك وراسك اليوم تدي طريحه اللي نقول لك هاي قلع من هاي اللي موراك روح اني موراك نحميك راه ما تدخليش لاكوش احكم لا دروار اطلع فوق التروطوار هاي خف اطلع فوق التروطوار تشوف اطلع فوق التروطوار قلت لك صح المشكل ما كاينش تروطوار الفوق هذا هو المشكل هذا هو الاشكال لا اله الا الله محمد رسول الله ما قالوش لمواليهم وزيماجيني خاوتي كان واحد 20 كيلومتر من با بالك واحد 15 كيلومتر من الحراش بصح 15 كيلومتر يا خاوتي سي انو روحوا بالعقل لا احكم لا دروات تاعك وما تزيدوش تولوا لهنا ولي في المترو يا اخي كاين مترو يا اخي كاين مترو باش تجي لهنا كاين مترو صح حاب تلعب روح الصابلات ما تجيش لهنا لوطوروت هاي صح لا لا Voilà, vous avez joué le rôle du père moralisateur ici. C'est assez anecdotique, on va dire. Oui. Et ma foi, vous savez, avec les enfants, c'est une page blanche. Il faut jouer un petit peu le mix de l'autorité et un peu de pédagogie. C'est dangereux. Voilà. Alors, ils vous ont dit, on est à une demi-heure de l'Aden et c'est les minutes les plus dangereuses.
justement. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ils ont pris des risques, ils ont bien sûr bravé l'interdit puisqu'ils n'ont pas dit à leurs parents. Et là, vous avez flouté bien sûr pour toujours respecter les individus, vous le faites. D'ailleurs, vous faites ça avec beaucoup de prudence quand vous filmez. Ça va de soi, madame. C'est important. Et encore une fois, ces enfants ont pris d'énormes risques. Et vous avez évoqué les 30 minutes avant l'Adhan et 15 km. 15 km, jusqu'à l'Harrach. Jusqu'à l'Harrach. Voilà. Vous imaginez un petit peu. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'étais tout petit. Vous savez, pendant le ramadan, les enfants font sortir les deux roues, les vélos. Oui. C'est de tout temps, ça. Oui. Moi, j'étais jeune. J'avais, allez, on va dire une dizaine d'années. On était en Kabylie, dans un petit village, et j'ai pris le vélo. Et le papa m'a retrouvé un peu plus bas du village, au fait. Wow. Un peu plus bas. Et il m'a vu avec... lui, il venait avec son véhicule, il m'a vu, il m'a dit « remonte ». Une fois à la maison, je vous assure... Vous avez passé un mauvais quart d'heure. La fessée surtout. La fessée, oui. Il m'a donné une petite gifle, pas très... Oui. Mais je vous assure que j'ai vu, j'ai vu les inséparables, les mulets, Oui, bien sûr. voilà, les canaris. Ça a été une leçon pour vous. Une leçon. Et voilà. Prise de conscience. Prise de conscience. Je n'ai jamais refait ça. Voilà. Et voilà, ma foi, les enfants, si on les ramène au monde... Il n'y a pas que des enfants que vous voyez sur les routes. Hein. Vous en voyez de toutes les couleurs, avec des incivilités, comme on dit, et des dangers aussi et des prises de risques. Des chauffards. Moi, je m'y investis beaucoup pour les nouvelles générations, madame, parce que les anciennes générations, il n'y a plus rien à faire, madame. Le pli a été khlas. Ils ont pris pli de la mauvaise conduite, des mauvais comportements. J'ai plus espoir. Malheureusement, c'est ainsi. Mais vous le faites si bien avec, bien sûr, à chaque fois cette voix qui revient, qu'on retrouve à travers les réseaux sociaux. Vous dénoncez, vous expliquez, vous montrez. On essaie, madame, le combat aussi, il est quelque part un combat collectif. Il faut une intelligence collective pour ramener des solutions. Je n'ai pas la prétention de présenter des solutions, peut-être quelques-unes, mais... On va dire, vous savez, dans la page de Al-Motal Marfi, nous sommes un collège d'experts, tout le monde essaie de Il y a beaucoup de commentaires, et il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Là, les commentaires, vous savez, madame, ça nous aide quelque part, parce que je vous le dis, comme je l'ai dit maintenant, c'est un collège d'experts. Il y a certains commentaires, je vous assure que si on suivait les commentaires et mettre en place certaines solutions, les solutions, c'est salvateur, madame. Inch'Allah, en tout cas. Voilà. On a été ravis de vous recevoir pour dénoncer, encore une fois, pour vous aider à continuer. Vous allez être reconnaissable dorénavant avec votre casque, parce que vous ne le quittez pas, à travers sur votre moto. On salue aussi Samir, qu'on a vu sur la photo, qui est un ami aussi à Bonjour d'Algérie, lui qui sillonne aussi l'Algérie à travers sa moto, avec sa moto, pour dénoncer aussi certaines incivilités. Bien sûr, lui a été touché dans sa chair, hein, carrément. C'est pourquoi il dénonce les chauffards. Merci beaucoup, Motal Marfi. On vous dit à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Bon courage pour ce que vous faites. Merci à vous. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage signé Farhat Mouzaoui, lui qui nous fait découvrir, le Qsar al-Mihan avec l'association Deren, et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, l'association Deren nous accueille dans Qsar al-Mihan pour nous faire découvrir un peu les traditions, jeux et arts culinaires des Touaregs. Madame Ilyes Zohra va nous parler un peu des objectifs de son association. البيت تاع الجمعيه مقسم على زوج حوايج. الحاجه الاولى كما قلت لك الحفاظ على التراث المحلي تاع المنطقه. الحاجه الثانيه مساعده المراه الماكثه بالبيت باش يكون عندها دور في المجتمع. نقول لك تعزيز الدور تاع المراه الماكثه في البيت باش تنفع روحها وتنفع المجتمع وتنفع التراث هذاك باش ما ينقرضش. لي جي تراديسيونيل تاعنا هذوك لي جي
تاع البنات اللي كانوا يلعبوهم. شويه ثاني كانت اللبسه نتاعهم قويه شويه، يعني كان لبسه اقل خفه من هاد اللي لابسين. ما نهضرش على العرايس، نهضر على البنات اللي كانوا يلعبوا في لو جي هذوك لي جي تراديسيونال تاعنا. كاين تيدار، كاين تيداس، كاين دارا، كاين تيكوا، يسيغن، كاين بزاف حوايج. هذوك نقولوا كيما هذا الوقت لو كان رجعوا سي حاجه مليحه ترومبلاسي للبورطابل هذا، او ولاد صغار يكونيكتيو يخدموا بالبورطابل. لو كان رجعت سي مانيفيك لو كان يرجعوا. On découvre comment les petits-enfants se divertissent. Des jeux basés sur des calculs et des stratégies. Pour désigner le gagneur, c'est un peu difficile de comprendre les règles quand on n'a pas l'habitude. التروات هذيك كاين واحد العقده يديروها بالبوكاسي وبالجلبانه ناشفه يحيوها تتولي كون فارينه، وكاينه معاها يديروا الشعير ثاني كيما الفارينه ثاني يرحيوه يديروا به العقده هذيك ويديروا لها لاصوص تاعها بالقمح بالشعير. كان لاصوص تاع واسمو لاصوص تاعها هذيك. وكاين الفتات ثاني يديروا لاصوص تاعو بالعدس. وهو الفتات شخشوخه نقولوا كيما الشخشوخه ورق هكا ورق يطيبوه على الحجره. سينو ثاني خساره كون دوماج كون وريت لكم كيفاش يطيبوه. هذاك يطيبوه في الحجره من بعد يديروا لاصوص تاعو بالعدس. Les plats traditionnels, souvent faits à partir de produits cueillis dans leur jardin, à base de blé, de pois chiches, un peu d'épices, le tout préparé avec soin pour célébrer un événement, mariage ou autre. لاتيني تراديسيونيل بو عندنا فيها بزاف حوايج، ماشي نقولوا تجي تلبس حاجه واحده هذه تراديسيونال. كاين بزاف حوايج في لاتيني تراديسيونال. عندنا اخباين كاين زوج طاري ومخمودي. طاري الكحل هذا ومخمودي الابيض هذا. هادو زوج تلبسهم العروس مع الاول، من بعد فوق منهم دير تاع بالركامت هذه. وطبعا يديروا لها خدمه سبيسيال يعقدوها يمسكوها منا. كاين اللي تعرف دير هكذا. وكاين المشاط هذا اميسي مشاط سبيسيال. وكاين آل الشو من الفوق تحط آل الشو. فهذا آل الشو تحطوا العروسه ولا المراه اللي متزوجه لي فاماريي هما اللي يحطوا هذا آل الشو. بالنسبه لي بيجو يحطوا غير الفضه. De retour sur le plateau, elles sont belles nos traditions, elles sont belles aussi à travers donc le sud, l'est, l'ouest, en tout cas tout est riche et on est là pour vous les faire connaître toutes nos traditions. Avec Amina Ziri, chaque samedi, elle est là également pour nous faire découvrir des artisanes, des dames, des personnes qui sont dans la sauvegarde de notre patrimoine. Bonjour Amina. Bonjour. Ça va, Bichalaki Amel, très heureuse de te retrouver. Bonne reprise. Merci. Et le bleu te va à merveille. Donc je dis à nos invités, nos amis d'abord en Algérie exactement et à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on s'est rencontrés في العيد, mais on vit toujours dans cette ambiance de joie de l'Aïd. Et bien sûr les tables des Algériens sont toujours garnies de toujours garnies. ما كاش دار تدخلي لها ما يحطولكش les gâteaux تاعنا. Et aussi la table de notre plateau est aussi garnie de ces merveilles. Je dis des merveilles. Je dis bonjour à nos invités. Je commence d'abord par une grande dame que j'estime, que je respecte énormément, qui fait un travail extraordinaire pour la promotion de notre patrimoine culturel. Il s'agit de Madame Nassera Boudissa, présidente de l'association Main Artisanale. Main d'Or. Merci. Nassera. Ça va? Et je suis ravie
d'être avec vous. Merci. C'est toujours l'Aïd chez nous. Mazel, حتى الغدوة إن شاء الله. On va la rentrée scolaire إن شاء الله. Donc, je voulais juste dire à Amel que Nassara Boudissa, elle fait un travail excellent. Et c'est grâce à elle que je découvre ces belles femmes, ces femmes qui se donnent à fond pour promouvoir nos traditions et nos coutumes. J'ai l'honneur de recevoir une belle dame qui nous a rendu visite ce matin de la ville de Blida. Madame Abdelli Karima, bonjour Karima. Bonjour. Ça va? Ça va. مرحبا بك. شرفتينا. Et bien sûr avec le caftan algérien. Voilà. مرحبا بالصحة والسلامة. Ça va? يعيشك. دونك نقول لها محلاكي يا بليدة، يا غالية يا وريدة، فيك الهنا والخير وفيك سيدي الكبير، فيك دحمان بن عاشور وفيك فيك درياسة المشكور. مرحبا بك. C'est une grande chanson de عبد الرحمن عزيز الله يرحمه وليد بليدة. Ça va? نحبوه بزاف. Exactement. واش راكي مع الصحة؟ لاباس؟ الحمد لله. Donc Madame Karima, c'est elle qui a réalisé ces merveilles. Tous ces beaux gâteaux. شوفي لي داك التشارك، شوفيه لي، شوفي لي ديك البقلاوة. فريمون كبيرة، تاكلي وحدة ما تزيديش. Samsa aussi, elle est réputée, elle est connue par ses gâteaux typiquement traditionnels. Pas de revisité, pas de... Comment on appelle ça déjà? Moderne, comment on appelle? Non. Oui, prestige. Voilà. Donc, le prestige, voilà, Samsa, à la Kaniha, à l'ancienne. Et bien sûr, Ziriet, Otalia, voilà, à l'ancienne. La couleur, voilà. Et chauffez les le jardin de fruits. Voilà. Notre réalisateur, il nous a tout montré d'ailleurs. On est en train de voir la petite corbeille de fruits magnifique avec les couleurs, avec les formes. Super joli. Voilà. Donc Karima, parlez-nous un petit peu de ces merveilles. Ntia, tu es pour le traditionnel, l'ancienne, à la Osso. Voilà. Et ça se transmet, hein. C'est toujours de mère en fille, de grand-mère à voilà, petite fille aussi. Et on a dans la famille hérité de la famille, oui. Ma mère, ma belle-mère. Très bien. تعلمنا كنا صغار نقراو ونتعلموا معاهم. Aujourd'hui aussi, vous essayez de transmettre ces traditions, c'est-à-dire d'apprendre tout ce métier aux jeunes filles. N'est-ce pas? Oui, les formatrices. Voilà. Vous êtes formatrice, elle est formatrice. Donc, des vraies astuces à l'ancienne, ما نبدلوش في les recettes تاعنا. On triche pas. On triche pas. On donne tout ce qu'on a. Voilà, c'est très bien. Exactement. Je ne sais pas si tu as senti quelque chose. Ça sent très bon. Voilà, c'est donc c'est malward. Et quand on dit bien sûr les gâteaux de Blida, on dit la distillation de roses et des fleurs. Bien sûr, c'est l'un des métiers ancestraux artisanaux à Blida. Malheureusement, elle vient de me dire Madame Karima, que c'est un métier qui est en voie de disparition à cause de manque de matières premières. Exactement. Karima. Donc, c'est les fleurs, les fleurs de bigaradier, les fleurs d'oranger, les fleurs. Exactement, parce que on a fait le printemps. Voilà. Donc, le moment تاع يقطفوه ويخدموا يستعملوا يقطروا وحاجه شويه نقصت دوك راك سورتو كاين سورتو سور لو مارشي الناس ولات تشريه ديريكتومون ماشي بصح حاجه مليحه كي تقطريه في الدار. C'est le naturel. Voilà, on voit, les familles d'avant avaient toutes ces bouteilles chez elles, en général, où on conservait le mazhar, maward aussi, dans chaque famille. Alors, la Constantine aussi est réputée pour son savoir-faire. Delles aussi. Exactement. Et moi, j'ai constaté que les Algériens se déplacent spécialement la veille de Ramadan, juste pour acheter le mazhar. Le mois de mazhar,
Donc, il est vraiment exceptionnel et parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, que lorsqu'on l'utilise, il laisse vraiment l'odeur. Ça a été reproduit par nos artistes, les lambriques, avec bien sûr cet ustensile typique en cuivre qui permettait donc de récolter l'eau. Il y a aussi Constantine qui est très réputé pour la distillation de fleurs. وانت اليوم مدام كريمه قولي لنا اسكو انت يعني راكي هاد لي غاتو ديري لهم المزهر الطبيعي ولا دو طون زون طون ديري حاجات؟ هي جينيرالمون مزهر طبيعي ما تخلطيلوش الماء؟ ما نخلطوش نديرو انا عندي نديرو سير كوموند يجيبوه لي ويشد عندي حتى اون اني نقعد نخبيوه ونقعدوا كل عام وحنا نديرو في الطلبيات تاعنا ودي فوا نون كي يكون عندي الوقت انا نقطرو في الدار. فوالا نشري هذاك الزهر زهر نشريه ونخدمه في الدار. كاين بزاف طرق دوكا رانا نخدمو ماشي غير بالقطار. فوالا دوكا تقول لنا في لا كوكوت مينوت. Voilà, on dit la cocotte minute, نديرو داخل pour 1 كيلوغرام تاع الزهر نديرو 2 لتر تاع الماء نديرو داخل الزهر. فوالا الزهر وما نديروش سور بلاص كي نقطفوه يقعد واحد 2 جور 3 جور ينشف شويه كي ينشف باش نستعملوه نديرو باه نقطروه نديرو في لا كوكوت مينوت ونديرو 1 كيلوغرام فوالا تاع الزهر 2 لتر تاع الماء ومن بعد نديرو عندنا مثل الصفاره تاع لا كوكوت مينيت لو كوفيرك عندنا ان توي ونديروه من ثماتيك ونديروه داخل القرعه. une méthode algérienne. Voilà, très facile. Donc tous les moyens sont bons pour préserver, pour garder nos traditions. Voilà. Exactement. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. Madame Boudissa, vous étiez présente durant tout le mois de Ramadan, à travers les réseaux sociaux, à travers les événements, les activités. Et c'est grâce à elle que je découvre ces merveilles, ces femmes. Vous étiez présente aussi à travers les médias, la télé, la radio, justement pour faire connaître toutes ces traditions et pour donner la chance et aussi l'occasion à ces femmes de se faire connaître. Tout à fait. Uniquement pour parler d'abord à l'al-Mazhar ou à l'al-Qtar, la femme algérienne, à part les gâteaux alimentation, elle préserve aussi pour sa beauté. Donc elle fait le ward qui est le maward pour garder toute l'année et pour se faire belle toute l'année aussi. Donc ça fait partie quand même de la beauté algérienne. C'est vrai que la pharmacologie a utilisé l'eau de rose pour le visage. Exactement. Donc personnellement, alhamdoulilah, j'étais présente tout le mois. Bon, généralement la première semaine je suis fatiguée et tout ça, mais alhamdoulilah on était présents et aussi avec notre amie Amina Ziri dans les bénévolats, dans les fêtes circoncision, je salue toutes copines qui m'ont invitée, ainsi que tous les APC bien sûr présentes avec eux. Et il y avait Allah Ibarak Masha'Allah, pas mal une belle ambiance algérienne aussi surtout. Et il y avait aussi la présence de la femme algérienne avec leur gâteau bénévolat que je salue toutes les femmes que j'ai connues. En parallèle, il y avait des dents de belles femmes comme mon amie étaient présents. Ils étaient fortement, elles étaient là. Je participe gratuitement avec les gâteaux, je participe gratuitement avec les dents. C'était un moment de partage. Ah oui, c'était magnifique. Contrairement peut-être à une certaine époque, aujourd'hui la femme algérienne s'exprime, sort, montre ce qu'elle sait faire et partage avec d'autres aussi. Elles veulent partager, elles veulent contribuer aussi. Et aussi, c'est très important, c'est un investissement quand on contribue. C'est un investissement de faire montrer notre patrimoine. Quand la femme algérienne, elle est très intelligente. Je participe, les gâteaux le monde entier. Parce que ça, maintenant, c'est les réseaux sociaux qui marchent. Et c'est très important. Là, madame, je fais ce que je peux. Et avec mes moyens personnels, et là, c'est pour montrer au monde entier qu'on est généreux. Et on est là
comme femme algérienne, on est là, on participe. Et je salue aussi. Et Ramadan, c'est aussi l'occasion de faire revisiter aussi certains plats, certaines cuisines, la cuisine algérienne, le terroir de chaque région qui sont aussi riches les unes que les autres, des régions, avec leurs plats traditionnels, revisiter et surtout aussi rappeler les plats de l'époque. Oui, c'est très important. Et les noms. Exactement, les anciens plats. Oui. Essayer de se rappeler, faire intervenir les mémoires aussi des unes et des autres. Je fais, à partir de Ramadan, on a commencé aussi à donner les recettes sur les réseaux sociaux aussi. Exactement. Les anciennes recettes, que ce soit algérois, aussi de toutes les régions. Et c'était magnifique de partager ces plats traditionnels qui sont vraiment, moi, personnellement, je connais pas mal de plats, mais n'empêche que quand je reçois une personne, pour les non, madame, ce plat, allez, attendez la recette. Et c'est magnifique. Là, on est là à apprendre nos recettes à partir de toute femme présente avec nous. Et là, on enregistre et là, après, on essaye de le faire présenter sur place. Voilà, c'était magnifique. Ce qui est très important, Amel et Madame Boudissa et notre amie Karima, il y a ce grand retour à tout ce qui est traditionnel. Blida, c'est une ville conservatrice, très attachée à tout ce qui est traditionnel sur le plan culinaire. habillement, tradition, coutume. يعني بليده محافظه بزاف على التقاليد. اسمها مدام محافظه كما قلتي في الحلويات، في التقاليد، في الالبسه، في Oui, la musique andalouse aussi. On a beaucoup d'artistes qui nous viennent de Blida. Farid Khoja, le tout dernier, avec nous. Farida Sabonji, Selwa, Nouria. Nouria aussi. Nouria. Donc c'est une ville de tradition et de coutume. وانتم راكم تواصلوا كما نقولوا شادين ما شاء الله ما شاء الله. Et puis ce qui est important aussi, Amel, c'est que Madame Boudissa, elle donne l'occasion à ces femmes de se faire connaître. Et puis actuellement le problème de l'artisan ou l'artisane, c'est où vendre leurs produits. Donc, vous leur donnez cette occasion pour vendre leurs produits. Ça, c'est très important. Oui, expo-vente. Je choisis toujours des endroits où elles peuvent vendre et bien sûr exposer le produit. Personnellement, des endroits où elles peuvent exposer. Mais là, je cherche toujours un moyen où l'endroit qui est convivial, qui beaucoup de monde et tout ça, en même temps expo-vente. Voilà. Donc, pour ne pas perdre quand même, ça fait comme c'est coûteux, c'est des produits qui coûtent aussi cher, l'eau et tout ça, les amandes. Donc, je leur donne des chances. Alhamdoulilah, pour l'instant, j'ai une place, j'ai 2-3 places. Vraiment, c'est magnifique. Film l'expo-vente, les femmes déjà, et pour la présence تاعهم انا قلت لهم عندكم لا ليست انا ندير لكم une liste كل يوم شكون تجي تقول لنا C'est plus dans la convivialité, le fait de se retrouver. Je les salue toutes. نقول لهم والله غير فريمون نتوحشكم كيما تكونوا معايا، مي سينو كل يوم داله عند من تجوزوا سواء دون لي شان الاخرين ولا هنايا. كي قلت لهم انا تقول لنا نجي لعندك، نقول انت جستي ديجا خلينا نداله الاخرين. Donc c'est un moment magnifique. Les portes sont ouvertes. Oui, c'est magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? كيما نقولوا التراث تاعنا راه يتساق اليوم عينك. دونك حنا اوني لا بالعربيه نقولوا بالمرصاد. دونك بو ديفوندر تو سكي تراديسيونيل algérien. Donc c'est une mission très difficile, mais elle n'est pas impossible. Et bien sûr, et bien entendu, vous êtes là chaque semaine pour essayer de nous parler de musique, de tradition, de culture, de coutume en général à travers tout le pays, bien sûr. Exactement. Et mettre un accent sur chaque artisan. On n'a pas oublié même les artistes, les chanteurs. J'ai cité entre autres Abdelrahman Aziz, qui a chanté une chanson très célèbre qu'on chantait quand on était jeune. Je ne sais pas si tu te rappelles. Bon, laquelle? Moi j'adore Abdelrahman Aziz. Oui, j'adore Abdelrahman Aziz. La voix. Elle fait partie aujourd'hui du patrimoine artistique national. Donc voilà, je voulais juste rendre hommage à cette personnalité à travers cet espace. Donc je dis merci à Madame. Je حبيت تقولي لنا نشكركم
Votre mari est là, il vous donne un véritable coup de vin. On le salue de passage. Elle divulgue tout. C'est très bien. N'est-ce pas? عاونك قولي لنا الصح. يعاوني ماشي في الخدمه مي يعاوني هكذا كي نخرج très bien vous accompagne voilà il m'accompagne exactement voilà واش نقول لكم انايا جو سوي دو بليده كما قلنا نعلم جو سوي فورماتريس et entre temps عندي نخدم دي كوموند vous êtes présente sur les réseaux sociaux oui عندي انستغرام سي ميسم غاتو d'accord ميسم غاتو d'accord voilà et les prix sont raisonnables hein. Très bien. Ils sont très raisonnables. Elle est là dans la promotion, Amina. Et نقول برك l'incontournable Sherbet. تاعنا l'omniprésent. Sherbet aussi qui fait partie de notre patrimoine culturel. Voilà, j'en ai parlé de ça. بالمزهر تاع القارص هذيا نو ما فيهاش المزهر. S'il y a du citron, il n'y a pas de المزهر. D'accord. Uniquement citron. Voilà. نروحوا البليده كل رمضان باش نشريو الشربت. Voilà. Juste un dernier mot, allez-y, madame. Je salue tout le monde. Je vous remercie infiniment Canal Algérie. Je vous remercie aussi de nous avoir donné cette chance. Amina Zeri, je vous remercie vraiment infiniment. Wallah, je remercie madame aussi d'avoir accepté notre visite. Et je remercie toutes femmes algériennes ainsi ma famille. Mes petites filles, les grands-mères. Lahis Kautar Hajar et Sheima. Ainsi que je remercie toute personne qui veulent participer avec nous. Je leur dis, vous allez nous attendre, Inch'Allah, avec chance. Amina Zeri et vous. Inch'Allah, تكون عندهم une autre chance. Et bien sûr, je remercie ainsi les femmes de la famille Céliac. Je leur donne visite, Inch'Allah, prochainement. On va lancer notre événement ce soir. Et j'espère qu'ils vont participer avec nous prochainement sur le mois de mai. Parfait. Voilà. En tout cas, merci d'être venus. Et puis, bon courage à vous, mesdames. Restez dans les traditions, restez fidèles aussi et continuez à nous faire connaître toutes nos belles coutumes. Merci, Amina. Merci. Donc, on se retrouve très prochainement, lundi prochain. Inch'Allah. Et toujours dans le cadre de la promotion de notre patrimoine, riche patrimoine culturel. Donc, oui, bien sûr. Juste le temps de dire merci à vous tous. Merci à toute l'équipe de la Régie 7, bien sûr, à toute la technicité, bien sûr, de cette émission, pour le bon déroulement de cette émission. Et puis, on se retrouvera, bien sûr, dès demain, avec toute l'équipe, encore une fois. Excellente journée à vous tous. On se quitte avec la chanson de Driassa. Driassa, je la dédie à Yasmine, votre amie qui vous regarde en ce moment. Oui. Yasmine. Voilà. Merci beaucoup, Amina. Belle chanson. À lundi. À lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous.